Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce soir, fourrage du puits fatal en haute mer. Les premières opérations ont démarré. Nos équipes étaient sur place. Les détails, c'est dans cette édition. Vers une convention sanitaire pour les fonctionnaires guinéens, l'Institut national d'assurance maladie et l'hôpital chino-guinéen signent un partenariat pour la prise en charge des cas graves. Enfin, santé avec les risques liés à l'automédication, une pratique qui entraîne des problèmes neurologiques et peut même parfois entraîner la mort. Voilà pour le sommaire, encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons cette édition par les travaux du comité de suivi de l'accord politique, car ce matin à Conakry, la 14e session est marquée par le retour de la commission électorale nationale indépendante et l'annonce des chantiers préparatoires pour la tenue des futures élections locales en Guinée. Le point avec Mohamed Lamine Camara. Pour cette 14e session du cadre de suivi de l'accord consensuel du 12 octobre 2016, les commissions techniques reviennent sur les résultats obtenus lors des séances de travail des 2 dernières semaines. Les propositions faites par ces commissions allant dans le sens de l'application rapide des points de l'accord politique non exécutés sont sur la table. Nous avons écouté les différentes commissions, la commission neutralité de l'administration, la commission indemnisation, la commission fichier électoral, pour savoir un peu le point que chacune de ces commissions, les travaux qui ont été exécutés pendant les semaines passées. Certaines avancées sont importantes. Les membres du comité ont souhaité qu'il y ait l'accélération des travaux de ces commissions-là pour que dans des délais très limites, nous puissions mettre en œuvre tous ces accords-là. Chaque fois qu'une tâche serait identifiée, de faire en sorte que cette tâche-là soit accompagnée d'un délai d'exécution afin que nous puissions nous assurer à la session suivante de la réalisation effective des décisions prises lors de ces comités de suivi. Le retour de la Commission électorale nationale indépendante CENI aux travaux du comité de suivi de l'accord politique est salué par ses acteurs. La représentante de l'institution a mis l'occasion à profit pour informer des urgences du moment à la commission électorale. Nous avons expliqué à la commission, au comité de suivi, les procédures entamées par rapport à l'élaboration du projet de chronogramme des élections communales, notamment la mise en place d'une sous-commission en charge de l'élaboration du projet de chronogramme et du tableau de bord juridique des élections communales. Cette commission est en train de travailler et va restituer les premiers résultats à la plénière du jeudi prochain. Ensuite, les amendements seront apportés et la CENI décidera aussi en plénière de partager ce projet de chronogramme aux différents acteurs. La priorité sera donnée au comité technique de suivi qui a en son sein un comité technique en charge des élections communales de la CENI et de l'audit du fichier. Le deuxième point sur lequel la CENI est intervenue aujourd'hui, c'est sur l'audit des fichiers. L'audit des fichiers suit son cours normal. On a déjà le cahier de charge, nous avons analysé. L'analyse de la CENI a été une analyse technique en essayant de reclasser les différents points, en essayant de donner la forme qu'il fallait. Et la CENI a aujourd'hui consulté les spécialistes en passation des marchés et nous avons la procédure qu'il faut suivre pour aller vers l'appel d'offres et ensuite au recrutement du cabinet devant faire l'audit du fichier électoral. Donc tout va être enchaîné. À ce jour, plusieurs avancées sont enregistrées par le comité de suivi. Le présidium et l'équipe d'observateurs s'en félicitent. La participation de la CENI était extrêmement importante et aujourd'hui est un bon signal. Elle a pu donner des indications, la représentante de la CENI a pu donner des indications plus précises sur des questions comme l'audit du fichier électoral et la préparation d'un chronogramme pour les élections communales. Je pense que ce sont des avancées très importantes. C'est un nouvel élan pour aller dans le sens du contenu du communiqué de la présidence de la République, instruisant le président du dialogue à aller de façon rapide à la satisfaction des points de l'accord. La 14e session, c'est aussi l'occasion pour les participants de saluer la nouvelle donne dans le cadre des marches, dans le cadre des meetings. Nouvelle donne qui se traduit par plus de pacifisme dans les marches, moins de crimes, moins d'accidents et
moins de violence. Face aux attentes des populations guinéennes, les membres du comité de suivi de l'accord politique sont déterminés à respecter les engagements pris. Et puis la mission conjointe Fonds monétaire international, la Banque mondiale se poursuit à Conakry. Le montage financier du projet Soapiti et son exploitation dans le futur sont largement débattus. La mission a également conféré avec les cadres de la fonction publique sur les résultats du recensement biométrique. Explication, Boubacar Ba. La mission du Fonds monétaire et de la Banque mondiale chez l'administrateur général et contrôle des grands projets. L'objectif est de voir dans quelle mesure et sous quelle forme ces gros projets d'État pourraient être financés et gérés sans affecter le budget national, déjà très fragile au regard des besoins immenses de financement pour les 3 prochaines années. À la lumière des débats, on note une lueur d'espoir. Le fonds a été suffisamment informé du montage financier qui est un montage innovant, de manière à ce que l'État ne soit pas toujours endetté le seul sous le poids de la dette, mais aussi la troisième phase, c'était à quoi va servir l'énergie de Soapiti. Il a été clairement indiqué à la mission. D'abord, Soapiti va inonder notre pays. Lorsqu'on aura alimenté le pays, le reliquat, on va alimenter les pays limitrophes. Soapiti, qui a principalement fait l'objet de plusieurs questions liées à la rentabilité de l'entreprise dans son volet production et commercialisation en Guinée et à l'étranger, est un projet d'une capacité de 450 MW qui pourrait générer plus de 5 000 emplois directs pour un coût global d'1,4 milliard de dollars, financé pour 85% par les privés chinois et 15% du côté guinéen. Les investissements sont passés de 13 à 22 milliards de francs guinéens sur les prévisions budgétaires de 2017. Le financement de Soapiti se fait sur les mêmes principes que ceux de Caleta, avec la seule différence que dans Soapiti, nous allons créer une jeune venture avec CWE pour qu'ensemble le projet soit réalisé et exploité. Sur le terrain, les travaux, comme je le disais tantôt, ont démarré depuis que le président de la République a fait l'apport de la première pierre. Aujourd'hui, il est réalisé à 21%, malgré que le financement n'est pas encore réalisé. Parallèlement, une rencontre a eu lieu avec les cadres de la fonction publique. Les entretiens ont porté sur la problématique du recensement biométrique qui, en date, compte 18 695 fonctionnaires en attente d'enrôlement avec une économie de 30 milliards de francs guinéens à la suite du premier constat sur les réformes engagées. Comme annoncé dans les titres, nouvelle tentative de recherche du pétrole en Guinée, une technologie de pointe est mobilisée pour prospecter dans les eaux guinéennes. 46 millions de dollars sont investis pour forer le puits Fatala, le puits de tous les espoirs pour l'Office national des pétroles. Nos équipes étaient à bord du navire Pacifique Sirocco pour le lancement des premières opérations du forage du puits Fatala. Valérie Talimane, Alassane Tondon Camara. C'est ici, à bord du Pacifique Sirocco, que sera foré le puits Fatala, un navire scientifique possédant toutes les commodités et autres équipements de dernière génération dans la recherche pétrolière. En procédant au lancement des premières opérations de forage, les autorités de l'Office national des pétroles réitèrent tout l'engagement du gouvernement du professeur Alpha Condé à concrétiser ce rêve que caressent les Guinéens depuis les indépendances. Mais comme on l'a annoncé, nous étions sur la mise en place technique. Et vous venez de constater que tous les matériels sont là, les tuyauteries, la cimenterie, le matériel explosif et radioactivité. Tout est à présent sur place. Donc on est venu aujourd'hui pour lancer le projet et apporter le message de soutien et d'accompagnement du président de la République, qui félicite l'équipe et qui souhaite que ce projet réussisse dans l'intérêt de tous les Guinéens. Pour le quatuor hyperdynamique, Pacifique Sirocco, Pacifique Derlin et Spectro, partenaires de la Guinée dans ce projet, les espoirs sont grands. Il salue la qualité managériale des autorités en charge du pétrole de Guinée, mais surtout tient à la réalisation de ces méga-projets. Ça nous a vraiment pris des mois pour en arriver là, mais nous sommes prêts aujourd'hui à démarrer les travaux. Nous avons un grand espoir pour le succès. Mais notre plus grand succès est vraiment la relation particulière que nous avons eue avec le directeur Koulibaly, qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. J'ai été dans ce domaine depuis un bon nombre d'années, mais c'est toujours une joie pour moi d'apporter toutes ces technologies dans un pays qui n'a jamais connu ce genre de projet
changé dans le passé. So we're all hoping that success comes from what we start today. La réalisation du forage du puits Fatala va coûter la bagatelle de 46 millions de dollars américains. La production du pétrole sera partagée entre la Guinée et son partenaire dans ce projet. Elle augure des lendemains meilleurs pour l'économie guinéenne. À partir de ce 8 août, le compte à rebours est lancé. Et si les résultats sont concluants, dans 42 jours, le pétrole pourrait jaillir des eaux profondes guinéennes. Le ministère du Budget se prépare pour la revue annuelle des EPA en Guinée, rendez-vous majeur qui entre dans la nouvelle politique de promotion de la bonne gouvernance. Le ministre du Budget a rencontré les responsables des établissements publics à caractère administratif pour parler de l'événement et des attentes. Explication, Thierno Ousmane Diallo. Dans l'élan de l'organisation de la première revue annuelle des établissements publics administratifs, tous les EPA étaient appelés à déposer les dossiers liés à leur organisation et à leur gestion au plus tard le 15 juillet dernier. À ce jour, 153 EPA ont été répertoriés, mais seulement 23 ont déposé les dossiers demandés. Le ministre du Budget rappelle l'enjeu de l'événement prévu les 4, 5 et 6 septembre prochains avant d'exhorter les responsables des différents EPA à déposer les dossiers en question pour une bonne organisation de l'événement. L'État crée ces établissements pour pouvoir cibler un certain nombre d'actions. C'est dans ce sens, par exemple, on crée un hôpital. On crée, par exemple, un fonds d'entretien routier. Donc, et ça, quand ça ne marche pas, ça pose problème. Donc, on s'était dit, à partir du moment où l'État envoie ses subventions aux subventions de ces établissements, il est en droit, bien sûr, de demander qu'ils rendent compte, qu'ils nous disent quelle utilisation est faite de ces subventions. Peut-être, je dis bien peut-être que ces subventions sont insuffisantes, dans lequel cas on va apprécier ensemble en tenant compte du volume de leur travail et on voit s'il y a des ajustements qui s'imposent, on le fera. Et peut-être aussi que ces subventions sont de trop par rapport à leur domaine de spécialisation et on décidera. Les EPA qui n'ont toujours pas contacté le ministère du Budget ont jusqu'au 15 août pour le faire. La revue annuelle des EPA va permettre de discuter des problèmes que traversent ces structures de l'État autonome et définir la marche à suivre pour les rendre plus efficaces. 3 semaines avant son ouverture, cette rencontre d'information annonce ses couleurs. Il y a des établissements aussi qui n'ont pas de statut, qui n'ont pas de règlement intérieur. Ils veulent toujours des subventions. Et ceux qui ont des subventions aussi, ils ont des problèmes de redevabilité. Et il y a des établissements aussi qui ont des services à déconcentrer. Est-ce qu'il y a l'effectivité? L'argent qu'on leur donne au niveau central ici, est-ce qu'il y a l'effectivité, c'est déconcentrer ces fonds? Est-ce que les gens ont ces fonds-là? Depuis 1992, le centre islamique a été un EPA. Mais malheureusement, de tous les DAF qui se sont succédés chez nous, je n'accuse même pas la DAF de nos jours, hein. Il s'agit de toutes les DAF. Jusqu'à maintenant, là, nous n'avons jamais été informés, bon, tel montant est votre budget. C'est vous qui devez le gérer. Pour maximiser les chances de réussite de la première revue annuelle des EPA, des membres du comité d'organisation ont effectué une mission au Burkina Faso où 17 sessions annuelles ont été organisées pour analyser l'évolution des organismes étatiques autonomes. Les journées du 4, 5 et 6 septembre 2017 vont être cruciales dans l'avenir des EPA en Guinée. En plus bref et en image, lancement ce mardi d'un concours de recrutement des boursiers à l'École nationale des régies financières de Ouagadougou. Une trentaine de cadres du ministère de l'économie et du budget affrontent cet examen. À l'issue des épreuves, 10 bourses seront accordées aux meilleurs candidats. La Guinée se dote d'un atelier moderne de confection d'équipements de protection individuelle. Le ministre de l'Industrie s'est rendu à Koya pour évaluer les capacités de cette unité qui a déjà enregistré ses premières commandes. Abdul Karim Kamara nous signe ce reportage. Zone industrielle de Frigiadi, préfecture de Koya. Dans cet établissement, la créativité fait du chemin. Un nouvel atelier de confection de logos et de tenues professionnelles fait parler de lui. Plusieurs entreprises s'attachent les services de cette PME dans la fabrication des équipements de leur personnel.
L'atelier a une capacité de fabrication de 500 tenues par jour. Ça évolue très bien parce qu'on travaille pas mal de personnes, des sociétés, commençant par Rio Tinto qui était parti, j'étais là, Total Guinée, Shell, BTN, Bino, même Bolloré. Tout depuis Bolloré est venu en Guinée. C'est nous qui faisons leur tenue, donc ça va qu'avec les clients, il n'y a aucun problème. Et les clients aussi ne se plaignent pas parce qu'il y a de la qualité. Aujourd'hui, je suis fier d'être guinéen et puis je suis en Guinée ce mois. Bon, pour un temps, on emploie au moins une vingtaine de personnes. Ici, si tout va bien, il y aura 100 personnes là, je suis fier. J'en ai fier. Mines, hydrocarbures, télécommunications ou encore la sécurité sont les premiers grands clients. En visite dans les installations de l'atelier, le ministre de l'Industrie est impressionné. J'ai décidé aujourd'hui de venir leur rendre visite pour me rendre à l'évidence de ce qu'ils sont en train de faire et aussi encourager ce type d'activité qui répond et qui s'inscrit dans la politique du gouvernement actuellement. Donc je suis très satisfait. J'ai vu un environnement très propre, très serein, bien organisé, avec des espaces bien définis, espace de confection, espace de coupe, espace de rangement, d'exposition. Donc je pense que c'est des genres d'entreprises qu'il faut encourager pour permettre la création d'emplois et la création de richesses nationales. Dans cet atelier, des salles de travail pour des coupes, la confection, la broderie et le repassage. L'établissement emploie 112 travailleurs. Le projet est financé par l'Agence de développement en Afrique à hauteur de 200 000 $ américains. Le nouveau centre d'autonomisation et de promotion des femmes à l'Abi à Kankan, ces deux infrastructures ont coûté la bagatelle de 18 milliards de francs guinéens. Une mission de supervision du ministère de l'Action sociale s'est rendue sur place pour apprécier la qualité des édifices. Mohamed De Camara nous suit ce reportage. En lieu et place des centres vétustes, des bâtiments flambant neufs. Ces nouvelles infrastructures se font admirer. Elles vont accueillir dans les jours à venir des jeunes filles et femmes en quête d'un métier d'avenir. Financé par le budget national de développement à hauteur de près de 18 milliards de francs guinéens, ces nouveaux centres d'autonomisation et de promotion des femmes répondent aux commodités en matière de construction moderne. Je pense que l'entrepreneur a été à la hauteur. Les fonds qui ont été investis là sont rentrés effectivement dans ce chantier. Ça correspond aux aspirations du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Et on souhaite que ça profite pleinement aux femmes de l'Abi et de Kankan. Que l'Abi bénéficie de ce centre est une preuve palpable de la volonté du président d'amener les femmes à l'autosuffisance et aux jeunes au développement. Nous allons nous impliquer pour valoriser cela et pérenniser ce centre. Nous allons accompagner ces femmes dans des actions qui seront génératrices de revenus. Pour leur fonctionnement, ces centres ont besoin d'équipements. Déjà, avec l'appui de certains partenaires, le CAPF de Kankan reçoit un premier lot de mobilier. Nous avons reçu une vingtaine de machines ordinaires, un congélateur, ça c'est pour l'art culinaire, et un frigidaire, ensuite une brodeuse, les cornelis et des piqueuses. Ce matériel, c'est le début du commencement. Donc nous allons essayer de mettre ça en valeur déjà, attirer les jeunes filles qui doivent apprendre à travailler. À travers la construction de ces nouveaux centres, le gouvernement souhaite mettre les femmes dans les conditions idéales d'apprentissage des métiers générateurs de revenus. Dans l'actualité également, vers une couverture sanitaire pour les fonctionnaires guinéens, la première convention vient d'être paraphée entre l'Institut national d'assurance maladie et l'hôpital chino-guinéen. Elle porte sur la prise en charge des cas graves de maladies qui pourraient toucher les agents de l'État. Baba Kouyaté. Un grand pas de franchi dans la couverture sanitaire des fonctionnaires et leurs familles en Guinée. L'Institut national d'assurance maladie obligatoire et l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne signent une convention de partenariat pour la prise en charge de cas de maladies graves chez les agents publics. Cette convention permettra de réduire le taux élevé d'évacuation sanitaire qui coûte cher à l'État guinéen. Dynamo a une mission de prise en charge des travailleurs et leurs ayants droit. Dans ce contrat, précisément,
nous avons épluché tous les points en rapport avec notre collaboration, c'est-à-dire comment le travailleur, comment le partenaire de Dynamo, comment l'ayant droit de Dynamo va bénéficier des soins à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Quelle est l'attention que l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne va porter à ses ayants droit, va porter à ces travailleurs qui viendront ici. Quels doivent être les mécanismes mis en place pour le recouvrement, pour le paiement de nos factures, de nos prestations. L'Institut national d'assurance maladie obligatoire a été installé en 2015 par le gouvernement guinéen à la suite d'un accord obtenu avec le mouvement syndical. Pour jouer efficacement son rôle de prise en charge sanitaire des fonctionnaires et leurs familles, une cotisation s'impose à toutes les parties. Nous avons déjà signé une convention avec l'hôpital de Kamsa, donc il y a beaucoup de structures qui sont déjà prêtes à recevoir les fonctionnaires. Mais faudrait-il que nous ayons les moyens de notre politique? Nous sommes très ambitieux, nous avons un grand effectif. Pour le faire, je crois que la cotisation est une obligation. Dans un premier temps, on a dit que c'est une somme totale de 23% de cotisation, État, employeur et fonctionnaire. Mais en raison du fait que nous venons de sortir de Ebola, donc les conditions financières étaient un peu serrées au niveau du budget national. Donc les syndicalistes ont accepté qu'ils cotisent pour 5% de leur salaire indiciaire, tous les agents publics, et que l'État, dans un premier temps, cotise à 10% et progressivement 15% après 18%. Depuis sa création, 50 fonctionnaires ont été évacués et pris en charge par l'INAMO au Maroc et en Tunisie. Dans ce nouveau partenariat, les deux parties s'engagent à offrir des prestations de qualité pour faire de cette convention un modèle de réussite en Guinée. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à la Caisse nationale de sécurité sociale, le diplomate allemand, apporte son soutien à cette entité dont la mission est la protection, mais surtout d'assurer la couverture sanitaire des employés. Maurice Sidibé pour plus de précisions. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Guinée dans les locaux de la Caisse nationale de sécurité sociale, Matthias Welting, est venu toucher du doigt le fonctionnement de cet établissement en charge d'assurer la protection sociale des travailleurs. Je pense que l'ambassadeur ne doit pas s'occuper seulement des relations politiques, mais aussi des relations avec les institutions, toutes ceux qui sont intéressants et importantes pour le développement de ce pays. Et bien sûr, je sais que la question de la sécurité sociale, assurance, maladie, retraite, ce sont des questions très importantes pour les Guinéens et Guinéennes, et pour cela je suis venu ici pour me renseigner sur le développement dans ce secteur de la Guinée. Le diplomate allemand a entamé sa visite par le centre médical de la CNSS. Ici, il est venu au chevet des malades hospitalisés dans les différents blocs. Les responsables de la Caisse ont mis l'occasion à profit pour expliquer les opérations de couverture sociale, sanitaire et la gestion des ressources pécuniaires de l'institution. Nous ne pouvons pas exiger des droits sans expliquer les devoirs. Et quelles sont les obligations échues à la Caisse nationale de sécurité sociale? Que fait la Caisse nationale de sécurité sociale? Comment la Caisse utilise les moyens dont elle a à sa disposition? Nous devons de rendre compte réellement à ses employeurs. Alors je pense que son excellent monsieur l'ambassadeur est reparti très satisfait. Et malgré tout ce que l'on peut dire, nous pouvons vous assurer que la Caisse est très bien tenue. Dans sa mission d'assurer la sécurité sociale aux travailleurs, la Caisse est rentrée dans une vaste réforme, une volonté qui a permis à l'institution de se doter de son propre établissement hospitalier en 2016. Espace santé avec l'automédication de nos jours. Nombreux sont des Guinéens qui se procurent des médicaments à l'avis d'un professionnel de la santé, une pratique qui entraîne souvent des conséquences néfastes, causant même des problèmes neurologiques et dermatologiques. Voici le constat de notre reporter Hadia Toubari.
Si j'ai mal au ventre, deux fois je prends métro, ça peut calmer. Si quelqu'un a mal à la tête, moi aussi, ce que moi je peux le dire, qu'il faut prendre paracétamol. Tout comme Ali Leno, nombreux sont les Guinéens qui consomment des médicaments sans ordonnance médicale. Il s'agit par exemple du paracétamol, du métronidazole ou encore des antibiotiques. Des produits qui sont le plus souvent conseillés par des citoyens non avertis pour soulager certaines douleurs comme les maux de tête et l'angine. J'ai une petite douleur à la gorge là. Je dois prendre des amoxicillines pour stopper ça. Ce n'est pas un médecin qui m'a prescrit ça. La prise de médicaments sans recommandation des médecins est appelée automédication. Selon les spécialistes, elle nuit dangereusement au pronostic vital de l'organisme et entraîne l'intoxication médicamenteuse chez les patients. Conséquence, la survenue des problèmes de santé sur le plan neurologique, dermatologique et surtout cardiaque pouvant être parfois fatales. Si vous voyez les conséquences du côté même sur l'organisme, c'est comme si on avait pris de l'huile chaude, chauffée, et qu'on a versé sur l'intéressé. Donc c'est ça qu'on appelle les syndromes de l'AL. Donc ça, ce ne sont que des conséquences un peu de l'automédication. J'ai vu des patients qui ont fait une automédication, soi-disant qu'ils suspectent, qu'ils pensent qu'ils sont diabétiques. Donc qu'on les a dit, étant diabétiques, de prendre tel ou tel médicament, sans concertation, sans faire de consultation chez les spécialistes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, ils sont tombés dans un état d'hypoglycémie sévère, entraînant le coma. L'autre risque de l'automédication est le dosage des produits pharmaceutiques. Dans la plupart des cas, les victimes ingèrent les produits en fonction de leur douleur, sans tenir compte de l'âge ni du poids. Il y a le foie, il y a le rein. Surtout sur les vieilles personnes. Ces deux organes sont les organes principaux pour l'élimination et la dégradation des médicaments. Mais au fur et à mesure que tu avances en âge, la concentration diminue. C'est que le foie, les deux organes-là deviennent moins efficaces. Mais chez les jeunes, c'est le contraire. Mais toi qui as un enfant, tu lui as donné un médicament, ça lui a soulagé. Tu dis, moi aussi, comme ça lui a soulagé, moi aussi je prends. Ça, alors là, ça pose problème. Puisque son organisme est différent de ton organisme. Même si de nombreux efforts sont consentis pour lutter contre l'automédication, elle reste cependant un problème de santé publique. Le coût élevé des prestations de soins de santé et celui des produits pharmaceutiques seraient à la base de la persistance de sa pratique en Guinée. Et puis tout près à Dubreka, c'est une perte énorme que vient de subir un jeune cultivateur. Abdul Karim Diallo a vu son champ de maïs de 10 hectares ravagé par les chenilles. Étant sa première expérience, ce jeune amoureux de la terre ne compte pas baisser les bras. Il retrousse les manches pour cultiver 100 autres hectares l'année prochaine. Baosman. Après 90 jours de dur labeur, c'est l'enthousiasme pour la récolte du maïs. Mais la joie a été de courte durée dans ce champ situé à Kangolia dans la préfecture de Dubreka. 95% de la récolte sont décimés par des chenilles. L'investissement sur les 10 hectares est estimé à plus de 130 millions de francs guinéens. Le propriétaire Abdul Karim Diallo, rentré récemment de l'Europe, est à sa première expérience. Les chenilles ont vraiment, je vais dire, dévasté, décimé toute la production. Parce que, au départ, on a lutté contre, on s'est procuré encore une fois tous les produits phytosanitaires qu'il fallait. Les insecticides, on a tout utilisé. Mais au bout de 2-3 jours, on avait l'impression qu'il n'y avait aucun changement. Ça revenait encore plus fort. Mais on n'a pas lâché, vu l'investissement, j'ai pas lâché, j'ai continué. Et à un certain moment, on ne voyait plus les chenilles. Abdul Karim Diallo dit pourtant avoir pris toutes les dispositions nécessaires. Il pointe du doigt la qualité des produits phytosanitaires vendus. Il n'y a aucun contrôle qualité, il n'y a pas de sélection. Normalement, l'État devrait vraiment s'impliquer dans l'importation de ces produits phytosanitaires. Parce que sans les bons produits, on peut investir ce qu'on veut, des milliards, on peut faire ce qu'on veut, travailler tous les jours. Au final, on n'est pas plus
plus fort que la nature. Après cette première expérience qui s'est soldée par un échec, le jeune Abdul Karim Diallo reste encore plus déterminé. Il nourrit l'ambition de cultiver 100 hectares de maïs et d'anacarde au compte de l'année prochaine. Comme pour dire que c'est toujours après l'échec le plus cuisant qu'on a accès au succès le plus retentissant. Enfin, sport foot, le Milo Football Club de Kankan vient de retrouver l'élite du foot guinéen. Une prouesse réussie après sa brillante victoire face à l'Étoile de Guinée sur le score de 3-1 au stade de la Mission de Kaloum. Le résumé de la rencontre avec Mokhtar Touré. Après 9 ans d'absence en Ligue 1, le Milo FC de Kankan retrouve l'élite du football guinéen. Le sentiment qui m'anime est un sentiment de réconfort moral, un sentiment de satisfaction. Comme vous le savez, être en Ligue 1, ce n'est pas donné à tous les clubs. Le Milo aujourd'hui est en première division, donc vraiment c'est réconfortant et c'est encourageant. Du côté de l'encadrement technique, la joie est totale pour la montée en première division après tant d'années en nationale et en deuxième division. Parce que quitter la troisième division, venir en deuxième division et monter en première division, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile, ce n'est pas du hasard. Il faut beaucoup d'organisation, il faut beaucoup de financement, il faut beaucoup de travail technique, il faut beaucoup de travail tactique. Malgré il y avait quelques lacunes, quelques déchets au départ, mais on a su s'organiser techniquement, tactiquement. Et le président aussi et ses collaborateurs ont pu soutenir l'équipe comme ça se doit. Toutes les dispositions sont déjà prises par le bureau exécutif de Milo pour la bonne réception de l'équipe à Kankan. Bon vent au Milo FC de Kankan qui compte jouer les premiers rôles du championnat national pour la saison prochaine. Enfin, en plus bref, en interactualité, le Real Madrid vient de rafler son tout premier trophée de la saison. L'équipe de Cristiano Ronaldo et de Zinedine Zidane vient de battre le Manchester United de Paul Pogba à 2-1. C'était tout pour ce soir. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonne suite de programme sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah.